Quand un riche entrepreneur entra à l'improviste dans sa demeure, il surprit la gouvernante avec ses fils, et la scène qui s'offrit à lui le toucha profondément. Stéphane Dubois, un magnate des affaires au succès éclatant, pénétra un soir dans sa vaste maison de campagne en Provence et y découvrit ses 3 jeunes fils, à genoux, priant avec ferveur aux côtés de leur nounou. Saisi par une vague d'émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis une éternité, il s'appuya contre le mur du couloir, le visage inondé de larmes. Ce qui avait mené à cet instant, et ce qui en découla, allait tout changer. Stéphane était un homme qui avait tout, matériellement parlant. Sa résidence provençale, un chef-d'œuvre d'architecture alliant le charme de l'ancien et le minimalisme moderne, ressemblait plus à une galerie d'art glacial qu'à un foyer où résonnent les rires d'enfants. Il était veuf depuis 3 ans, père de triplés de 6 ans, prénommés Léo, Lucas et Hugo. Depuis la disparition de leur mère, qui les avait abandonnés à la naissance sans jamais donner de nouvelles, les 3 garçons étaient devenus un tourbillon de chagrin et de rébellion. Stéphane, quant à lui, s'était réfugié dans le travail, devenant une ombre dans sa propre maison, un père absent même lorsqu'il était physiquement présent. En 6 mois, cette nounou avait démissionné, à bout de nerfs face aux provocations incessantes des enfants. Mais ces derniers n'étaient pas foncièrement mauvais, leur agressivité n'était que l'expression maladroite d'une douleur trop lourde à porter. C'est dans cette atmosphère de désolation que Manon Leroy fit son entrée. À 28 ans, originaire d'un modeste village breton, elle était la simplicité incarnée, son seul diplôme étant celui de fin d'études secondaires. Elle arriva pour l'entretien avec un sourire désarmant et un curriculum vitae d'une humilité confondante. Stéphane, les yeux rivés sur l'écran de son téléphone, lui accorda à peine un regard. Mademoiselle, les autres candidates possédaient un diplôme universitaire, une vaste expérience en pédagogie et des lettres de recommandation de familles prestigieuses. Vous ne résisterez pas une semaine, déclara-t-il, sa voix tranchante comme une lame. Manon inspira calmement avant de répliquer par des mots qui allaient le marquer à jamais, « Monsieur, vous avez recruté des compétences. Je viens vous proposer mon cœur. Vos enfants n'ont pas besoin de méthodologie, ils ont besoin d'être aimés. » Stéphane laissa échapper un soupir d'agacement, mais sa situation était si désespérée qu'il n'avait d'autre choix. Il l'engagea sur le champ, avant de s'éclipser pour un voyage d'affaires de 3 jours à Paris, loin de se douter du spectacle qu'il découvrirait à son retour. La première journée de Manon fut un véritable champ de bataille. Les triplés la mirent à l'épreuve sans relâche. « Tu vas t'enfuir comme les autres ?» lui lança Léo avec défi. Tout le monde finit toujours par partir. Manon ne haussa pas le ton. Elle s'assit au milieu du chaos, sur le sol jonché de jouets, et sa voix se fit douce et rassurante, « Je vais vous faire une promesse. Je ne m'enfuirai pas. Vous pouvez me mettre à l'épreuve autant que vous le voudrez. Je resterai jusqu'à ce que vous ayez confiance en moi. » Les garçons la fixèrent, stupéfaits. Jamais personne ne leur avait fait une telle promesse. Le premier soir, Manon eut une idée. Elle rassembla les 3 lits des enfants, les disposant côte à côte pour n'en former qu'un seul, grand et accueillant. Vous êtes une fratrie, née le même jour. Vous êtes une équipe, il n'y a aucune raison de dormir séparément. Elle s'installa au bord du lit et leur narra une histoire apaisante, celle de 3 oisillons qui se tenaient chaud dans leur nid. Léo affecta l'indifférence, mais sa main vint se glisser dans celle de Lucas. Hugo, le plus introverti, versa une larme silencieuse. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, les 3 frères dormirent paisiblement, sans cauchemar ni cri. Les jours suivants, Manon gagna leur confiance, un pas après l'autre. Elle comprit la phobie de Léo pour l'obscurité et lui offrit une petite veilleuse. Elle vit la passion de Lucas pour le dessin et lui procura, sur ses propres deniers, des carnets et des crayons de couleur. Elle sentit l'attirance d'Hugo pour la nature et décida de métamorphoser le jardin négligé de la propriété en un sanctuaire personnel. « On va planter 3 arbres, leur dit-elle, un pour chacun. On va les soigner, les arroser, et les regarder pousser, tout comme vous, vous grandissez et vous vous renforcez de l'intérieur. » D'abord perplexes, les garçons se laissèrent prendre au jeu, investissant leur jeune plan d'une affection touchante. En soignant la vie, ils apprenaient à se soigner eux-mêmes. Le soir venu, Manon leur parlait de sa foi. Elle évoquait Dieu avec des mots simples, leur expliquant qu'il était un amour inconditionnel qui n'abandonne personne, même dans la plus profonde solitude. Elle leur enseigna la prière, non comme un rituel, mais comme un dialogue du cœur. Ils furent d'abord réticents. « On priait avec notre grand-mère avant, mais ça n'a pas empêché maman de partir,
articula Léo, la voix étranglée par un sanglot. Manon l'enlaça tendrement. La prière ne sert pas à forcer les gens à revenir, mon chéri. Elle sert à nous donner la force de continuer, malgré la douleur. Elle sert à ne pas rester seul avec son chagrin. Un soir, Léo s'effondra complètement, secoué de spasmes, ce qui effraya ses frères. Ils se regroupèrent autour de lui, et Manon commença à prier à mi-voix. Soudain, sans qu'elle les demandait, Lucas se mit à murmurer les mêmes mots. Puis Hugo, et enfin Léo, à travers ses hoquets, se joignit à eux. Pour la première fois de leur vie, ils priaient à l'unisson, trouvant dans cette communion un apaisement inespéré. C'est précisément au cours de cette nuit que Stéphane rentra. Il était près de 22 heures. Exténué, la tête pleine de chiffres et de stratégies, il gravit l'escalier, ne rêvant que de sa douche et de son lit. En longeant le couloir, des chuchotements parvinrent à ses oreilles. Des voix d'enfants. Ces enfants, qui priaient. Stéphane s'immobilisa, le souffle court, le cœur tambourinant dans sa poitrine. Il s'approcha de la porte entr'ouverte et regarda. Le spectacle le cloua sur place. Ses trois fils, à genoux, mains jointes, et Manon à leur côté, veillant sur eux. Il entendit Léo remercier Dieu pour ses frères, Lucas demander de veiller sur leur père en voyage, et Hugo supplier pour que Manon reste avec eux pour toujours. Stéphane sentit ses genoux se dérober et s'adossa au mur. Des larmes brûlantes se mirent à couler sur ses joues. Pour la première fois depuis la mort de son épouse, cet homme puissant, habitué à tout maîtriser, pleura sans retenue, comme un petit garçon. Il venait de réaliser une vérité foudroyante, pendant qu'il amassait une fortune, ses enfants manquaient cruellement d'amour. Et une jeune femme simple de Bretagne avait réussi là où tous ses millions avaient échoué, elle avait rendu à ses fils leur âme d'enfant. Le lendemain matin, Stéphane surprit tout le monde en se présentant pour le petit déjeuner. Les enfants en restèrent bouche bée. « Papa, tu n'es pas parti ?» s'étonna Léo, encore sur la réserve. « J'ai tout reporté. Je vais passer quelques jours avec vous. » Manon, tout aussi étonnée, lui servit un café et des croissants chauds. La conversation, d'abord hésitante, devint vite plus fluide. Stéphane les interrogea sur leurs activités, sur leurs arbres dans le jardin, et pour la première fois, il les écouta attentivement. Ce ne fut qu'un début. Il se mit à les accompagner à l'école, à partager leurs repas, à taper dans un ballon avec eux. Manon, avec une infinie douceur, lui réapprenait les gestes d'un père, la patience, l'écoute active, la tendresse d'une étreinte. « Monsieur Dubois », lui glissa-t-elle un jour, « les enfants n'attendent pas un père parfait, mais un père présent. » Ces mots résonnèrent en lui. Stéphane commença à refuser des voyages, à déléguer davantage, à privilégier sa famille. Il se sentait revivre. Un vendredi soir, après un dîner convivial autour d'un bœuf bourguignon, Léo, timidement, lui dit « Merci de rester, papa. On t'aime. » Stéphane, submergé par l'émotion, les attira tous les trois contre lui et pleura à nouveau, mais c'étaient des larmes de pur bonheur. Manon, à l'écart, souriait, les yeux brillants. La famille était en train de renaître sous ses yeux. Stéphane, de son côté, commençait à regarder Manon différemment. Il admirait sa force tranquille, la lumière qu'elle dégageait, sa foi inébranlable, sa capacité à s'émerveiller d'un rien. Il se surprenait à penser à elle, à son rire, à sa sagesse innée. Un après-midi, dans le jardin, tandis qu'ils arrosaient les jeunes arbres, il lui avoua « Manon, vous avez sauvé cette famille. Sans vous, je ne sais pas où nous en serions. » Elle rougit. « J'ai juste fait ce qui me semblait juste. Cessez de m'appeler Monsieur Dubois. Je m'appelle Stéphane. » Son sourire, cette fois, était authentique et chaleureux. Cependant, cette harmonie nouvelle fut troublée par le retour de Monique Dubois, la mère de Stéphane, après un séjour sur la Côte d'Azur. Femme du monde, très à cheval sur les convenances, elle vit tout de suite que quelque chose avait changé. Son fils semblait apaisé, ses petits-fils épanouis, et la nounou beaucoup trop proche. « Stéphane, cette promiscuité avec votre employé est déplacée. Qu'en dira-t-on ? » « Qu'importe, maman, du moment que mes fils sont heureux. On dira que vous avez une liaison avec elle. Ce n'est pas digne de notre rang. » Stéphane maîtrisa sa colère. Sa mère venait d'un autre monde, où l'image primait sur le bonheur. Monique passa à l'offensive.
Elle organisa un dîner avec Valérie Moreau, une brillante femme d'affaires de leur cercle. Stéphane s'y plia. Valérie était sophistiquée, intelligente, mais la soirée ne fut qu'une succession de discussions sur la finance, les voyages de luxe et les relations publiques. Stéphane rentra chez lui, l'âme vide. Il y trouva Manon et les garçons en pleine partie de Uno, secoués par des fous rires. C'est là qu'était sa place, il le comprit avec une clarté fulgurante. Pas dans les salons mondains, mais ici, dans la chaleur de ce foyer retrouvé. Plus tard, il se confia à Manon. « Manon, je dois vous avouer quelque chose. » Sa voix était tremblante. « Vous m'avez tout rendu, mes enfants, ma famille, ma joie de vivre. Je vous admire plus que quiconque. » Manon rougit violemment. « Monsieur Dubois, Stéphane, je vous en prie. » Stéphane, reprit-elle doucement. « Je vous admire aussi. De vous voir devenir ce père merveilleux, c'est mon plus grand bonheur. » Un silence vibrant s'installa, lourd d'un sentiment naissant, tendre et fragile. Monique décida alors de jouer sa dernière carte. Elle invita Manon à déjeuner dans un restaurant chic. Son ton était glacialement poli. « Manon, je vous suis reconnaissante, mais soyons réalistes. Vous et mon fils appartenez à deux univers que tout oppose. Une telle relation serait vouée à l'échec et vous en seriez la première victime. » Elle fit glisser une enveloppe sur la nappe. Elle contenait un chèque d'une somme folle. « Prenez cet argent, refaites votre vie. C'est la solution la plus raisonnable. » Manon fut blessée et outrée. Elle repoussa l'enveloppe. « Je ne suis pas à vendre, madame. Mais vous avez peut-être raison. Ce monde n'est pas le mien. » Cette nuit-là, le cœur brisé, Manon prit sa décision. Non pas à cause de l'argent, qu'elle refusa, mais par crainte de devenir un obstacle à leur bonheur. Elle embrassa les enfants endormis, leur murmurant un adieu silencieux, et repartit pour la Bretagne avant le lever du jour. Au réveil, ce fut le retour du chaos. Les enfants étaient inconsolables. Elle avait promis de rester. Sanglotait Léo. Stéphane, affolé, interrogea le personnel. Une femme de chambre lui raconta tout. Fou de rage, il alla trouver sa mère. « Comment as-tu pu faire ça ? Lui proposer de l'argent ? C'était pour te protéger. » « Me protéger de quoi ? Du bonheur ? Maman, elle m'a appris à être un père. » Monique comprit alors l'étendue de son erreur. Devant la détresse de son fils et de ses petits-fils, elle s'effondra. « J'ai eu tort, » sanglota-t-elle. Les jours qui suivirent furent une descente aux enfers. Les garçons étaient retombés dans leur mutisme et leur tristesse. Monique, rongée par le remords, assistait impuissante à leur naufrage. Stéphane prit alors une résolution. Il réunit ses fils, « On va chercher Manon. On va en Bretagne, et on la ramène à la maison. » L'espoir revint illuminer leur visage. « J'irai avec vous, » déclara Monique. « Je dois lui présenter mes excuses. » Le voyage en voiture vers la Bretagne fut long, mais chargé d'une attente fébrile. Les garçons priaient. Stéphane conduisait, le pied lourd, suppliant le ciel. Monique, sur la banquette arrière, méditait sur la vraie nature de l'amour. Arrivée à la petite maison de Manon, sa mère, Jeanne, leur ouvrit. « Vous venez pour ma fille, je le savais, » dit-elle avec un doux sourire. « Elle est à l'église, elle prie pour vous. » La scène qui suivit fut d'une intensité rare. Manon était agenouillée, seule, devant l'autel de la petite église de village. Les triplés, l'apercevant, coururent vers elle en criant son nom. Elle se retourna, abasourdie, et fut ensevelie sous leurs étreintes. « Comment ?» Stéphane s'approcha, suivi de Monique, en larmes. « Manon, pardonnez mon orgueil et ma méchanceté. Vous êtes l'âme de cette famille. Revenez, je vous en supplie. Nous avons tous besoin de vous. » Manon hésitait, submergée. Stéphane s'agenouilla alors devant elle. « Manon, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Mais je sais que sans vous, notre famille n'existe pas. Vous nous avez appris à aimer, vous m'avez appris à être un père. Je ne vous demande rien, sinon de revenir parmi nous. Car sans vous, nous sommes incomplets. » Manon pleurait. « J'ai si peur, Stéphane. Peur de ne pas être à la hauteur.
Vous nous avez sauvés, répondit-il simplement. Un sourire illumina son visage. Alors, je reviens. Parce que je vous aime. J'aime ces enfants plus que tout. La famille, ce n'est pas le sang, c'est le cœur. Des applaudissements retentirent. Monique serra Manon dans ses bras. Jeanne, au fond de l'église, louait le Seigneur. Les mois suivants virent la famille se reconstruire sur des bases nouvelles. Manon réintégra la maison, non plus comme une employée, mais comme un membre à part entière. Monique la couvrait d'une affection sincère. Un an plus tard, à Noël, Stéphane prit la main de Manon. « Tu es entré dans nos vies pour garder mes enfants, et tu es devenu notre pilier. Veux-tu construire l'avenir avec moi? Comme mon épouse, comme la mère de ces garçons ?» Le regard de Manon croisa celui des enfants, radieux, puis celui de Monique, approbatrice, et enfin celui de sa mère, émue aux larmes. « Oui, souffla-t-elle. Oui, bien sûr, oui. » 3 mois plus tard, ils se marièrent dans la petite église de Bretagne. Une cérémonie simple, sincère, où les 3 garçons escortèrent la mariée jusqu'à l'autel. Monique, rayonnante, avait tout supervisé. Le curé a dit, le véritable amour ne connaît ni classe sociale ni fortune, il ne voit que le cœur. Et cette famille en est le plus bel exemple. Aujourd'hui, les Dubois sont une famille unie. Le jardin et ses 3 arbres, désormais grands et robustes, sont leur havre de paix. Chaque soir, la prière les rassemble. Léo veut devenir médecin pour soigner les autres. Lucas compose de la musique. Hugo écrit des poèmes. Stéphane a trouvé son équilibre entre travail et vie de famille. Monique est une grand-mère comblée. Et Manon est le ciment de cet édifice. Comme le disent les garçons, Dieu nous a donné la meilleure maman qui soit. L'amour ne s'achète pas. Il se conquiert par le courage. Le courage de rester, de soigner, de croire. Manon n'avait aucun des attributs de la réussite sociale, mais elle possédait la plus grande des richesses, un cœur capable d'aimer sans mesure. Et c'est cet amour qui a tout sauvé.